Bonjour. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Pauline Polgar, directrice de la rédaction de Bâti Actu. Je suis très heureuse de vous accueillir ici, avec un petit peu de clim quand même, Palais Brognard, pour cette 8e édition des Assises nationales du logement et de la ville. Cet événement est conçu pour vous, vous le savez, et avec vous, acteurs de l'habitat, de l'immobilier et du cadre de vie, quelles que soient vos disciplines ou vos marchés, une spécificité qui permet le dialogue, la rencontre et le travail commun. Dialoguer et travailler ensemble, vous informer et débattre à travers des conférences, des tables rondes, des retours d'expérience, découvrir des solutions et des bonnes pratiques, c'est ce à quoi nous vous invitons aujourd'hui. Des moments de mobilisation de la filière qui sont plus que jamais nécessaires, vous n'allez pas me contredire dans le contexte que nous connaissons. Agir ensemble dès maintenant et pour l'avenir, c'est bien notre objectif à tous. Les enjeux sont immenses, sociaux, territoriaux, environnementaux et économiques évidemment. Et nous commençons tout de suite avec une table ronde inédite. Il y a un an, nous ouvrions ces assises dans un contexte d'instabilité politique inédit, qui plus est avant des élections municipales, ce qui n'arrangeait rien à la conjoncture pour le secteur. 12 mois plus tard, malgré une relative stabilité gouvernementale retrouvée, des élections passées, des premières mesures adoptées, quelques signes encourageants observés en début d'année, le secteur du logement et de la construction reste confronté à de nombreuses incertitudes. Notamment parce que le contexte géopolitique international s'est d'abord une nouvelle fois rappelé brutalement à nous, ajoutant une nouvelle crise à la crise. Le conflit en Iran a ravivé les inquiétudes, impacté l'économie et le pouvoir d'achat des ménages, freiné les investissements et pesé sur la confiance des ménages. Cette inquiétude se retrouve dans notre baromètre inédit que nous faisons chaque année. Plus d'un professionnel sur deux, 51% se déclarent pessimistes quant à l'évolution de son activité dans les prochains mois, contre 44% l'an dernier. Le prix des matériaux, l'accès au crédit, l'accession à la propriété ou encore les ventes dans le neuf figurent parmi leurs principales préoccupations. Alors on le sait, il y a un protocole d'accord qui est tombé récemment, donc on espère que ce conflit va pouvoir s'arrêter, mais bon, personne ne le sait pour l'instant. Dans ce contexte, l'annonce d'un plan de relance du logement par le Premier ministre et porté par le ministre Jean Brun a eu le mérite de replacer le sujet au cœur du débat public, même s'il l'avait été déjà par sa prédécesseur, Madame Létard, qui est avec nous ce matin. Si l'objectif affiché de 400 000 logements fixe un cap et des ambitions, l'attentisme reste de vigueur du côté des professionnels. Ils sont 1 sur 2 à préférer réserver leur avis sur ce plan. Passera-t-il l'étape parlementaire? Un consensus pourra-t-il être trouvé? L'intérêt général pourra-t-il s'imposer sur ce sujet? Personne ne peut répondre aujourd'hui à cette question. Demain, ce projet de loi sera présenté en Conseil des ministres, une étape importante. Mais faut-il le rappeler également, nous approchons aussi de l'échéance présidentielle. Comment ce sujet sera-t-il abordé? Alors, ce plan pourra-t-il répondre à l'urgence? Quels leviers permettront réellement de relancer la production de logements et de redonner confiance aux acteurs du secteur? Quelles sont les priorités à porter? Les défis à relever? Quel message porter à nos futurs candidats? Pour en débattre et avant de faire monter sur scène les représentants de la filière, qu'on a envie d'appeler l'équipe de France de l'habitat, les professionnels, nous allons en premier lieu accueillir 3 parlementaires et pas des moindres, car spécialistes de cette question du logement, elles sont l'équipe de France des parlementaires sur l'habitat. Merci d'accueillir Madame la ministre Valérie Létard, ancienne ministre chargée du logement, aujourd'hui députée du Nord. Bonjour Madame. Asseyez-vous. Anaïg Lemeur, députée du Finistère, présidente du Conseil national de l'habitat. Et Isabelle Le Callennec, députée au Parlement européen et conseillère régionale de Bretagne. Merci beaucoup, mesdames, d'être avec nous ce matin, même parmi cette touffeur presque estivale. Je voudrais commencer peut-être par une question un peu générale et globale. Je disais, on a un contexte un peu particulier aujourd'hui et je voudrais savoir quelle est votre vision, votre état d'esprit actuel. Serions-nous enfin passés du constat à l'action? Est-ce qu'on a franchi un cap? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, Madame la Ministre? Alors, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Heureuse de démarrer ces assises avec mes 2 collègues, Isabelle et Anaïg, et de pouvoir échanger effectivement sur un sujet dont on ne peut que constater l'urgence plus que prégnante, et la journée nous rappelle de toute façon à l'impérative nécessité de prendre à bras-le-corps la question du logement qui est au cœur de la vie de chacun d'entre nous. Et encore une fois, cette journée nous le rappelle s'il le fallait.
Alors, du constat à l'action, vous le savez comme moi, le bâtiment, le logement, toutes les questions qui tournent autour de ce sujet, qui est un sujet de temps long, eh bien, justement, nécessitent que, effectivement, nous donnions des signaux, plus que des signaux, maintenant des actes, mais des actes qui doivent s'inscrire dans la durée. Pour s'inscrire dans la durée, effectivement, il y a plusieurs conditions indispensables. Bon, d'abord, effectivement, il y a une prise de conscience qui est maintenant, depuis un petit moment, revenue, on va dire, sur le devant de la scène. On reparle du logement. Et c'est vrai que le projet de loi logement sur lequel notre ministre Vincent Jeanbrun communique beaucoup nous permet effectivement de faire réapparaître encore plus significativement ce sujet. Ce sujet qui est une urgence absolue, ce sujet qui aujourd'hui touche la totalité de notre société, du logement des étudiants, à l'accession à la propriété des ménages modestes, au parc locatif privé qui est en train effectivement eh bien, de vivre une déprise liée évidemment à tout ce calendrier qu'il nous faut accompagner de transition eh bien, de l'aménagement de notre parc de logements privés. Je vous rappelle que 80% du parc de logement de 2050 existe et qu'il faut l'accompagner. C'est le bâti existant. Il y a évidemment la politique du logement social dont on voit bien qu'elle a été enclenchée effectivement avec le retour, en tout cas une partie de la réduction de loyer de solidarité sur lequel le gouvernement depuis maintenant quelques temps est revenu. Beaucoup de sujets sur lesquels une trajectoire est enclenchée. Maintenant, il faut passer la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est la loi. C'est un certain nombre de chantiers, dont la rénovation urbaine, qui est l'article 1er de la loi. Il faut les réaliser, il faut les mettre en musique avec les bons paramètres, parce que c'est ça qui nous donnera la trajectoire, la visibilité. Il faudra produire, il faudra rénover, il faudra transformer. Et ça nécessite deux choses. Un projet de loi qui soit fait dans un calendrier de rentrée sûr, sécure. Sinon, il faut trouver d'autres solutions parce qu'on a le devoir de mettre en œuvre et d'aller au bout de ce texte de loi. Sinon, il ne se passera rien. Et en tout cas, il faut avoir un plan B si c'est le cas. Et la deuxième chose, c'est qu'un texte de loi ne suffit pas à lui seul. Il y a un projet de loi de finances initiale. Ce projet de loi de finances initiale, il doit être la traduction concrète dès l'année 2027 de l'ambition qui est fixée dans ce projet de loi. Parce que sans budget initial 2027 à la hauteur, on le sait bien, fin d'année, débat parlementaire, on renvoie souvent aux parlementaires la nécessité, et on ne manque pas de s'en saisir, d'aller améliorer un projet de budget, mais nous sommes dans une année particulière qui ne garantit pas tout. Ça, et donc le projet de loi de finances initiale, il est aussi déterminant et stratégique que ne l'est, évidemment, un projet de loi qui va redonner de l'assurance, des ambitions, si les paramètres attendus sont au bon niveau. Donc un esprit combatif, on l'entend. Combatif et en tout cas confiant sur l'avenir. Madame Lemeur, est-ce que vous pensez, j'imagine que vous êtes dans le même état d'esprit, mais est-ce que ce n'est pas déjà un peu trop tard, en plus dans cette période marquée par les échéances électorales? Est-ce qu'on peut y croire à ce que ce projet puisse sortir? Alors merci déjà de l'invitation. Alors je suis d'accord entièrement bien sûr avec Valérie, comme ça on ne va pas reprendre le propos. Je sais que là-dessus je ne vais pas avoir beaucoup de débats. Et effectivement, moi je reste toujours optimiste parce que ça fait des années qu'on combat tous ensemble, quand je dis tous ensemble avec vous, et je pense qu'on a ce devoir vis-à-vis de vous que d'y arriver et vis-à-vis des citoyens. Donc il y a réellement une nécessité d'arriver à l'action. Il faut être optimiste, donc il faut rester unis sur le sujet, rien n'est parfait, mais il va falloir pouvoir œuvrer ensemble, œuvrer notamment parce que c'est bien aussi d'avoir des objets politiques à porter sur les territoires. Maintenant, il faut aussi aider les collectivités à s'en saisir. Ça va être l'étape d'après, c'est se dire comment on fait sur le territoire pour avoir du portage, pour pouvoir parler de ce que l'on a mis en place. Les objets existent. Ils sont là, ils seront là parce qu'ils seront renforcés, mais maintenant il va falloir les porter ensemble. Et donc je reste toujours optimiste là-dessus. Ça fait des années effectivement où le logement peine, on a eu du mal à mettre ce sujet dans le débat politique. Ça a été un combat et je remercie tous ceux qui ont participé à le faire parce que c'est derrière l'enjeu est bien plus important que le portage politique. On a derrière des citoyens qui sont en attente de logement. Donc
je reste optimiste, c'est plutôt ma mentalité toujours de rester optimiste et je reste combative sur le sujet. Et je sais que je ne suis pas seule. On a effectivement un groupe de parlementaires, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale et même au-delà au niveau du Parlement européen. Donc je fais le relais. Hein. C'est bien, vous faites des transitions, c'est parfait. Exactement. Donc on n'est plus seul en fait à combattre. Donc je pense qu'on y arrivera. Justement, donc, Madame Le Callennec, vous observez désormais ces enjeux depuis le Parlement européen. Le fait que cette crise touche toute l'Europe vous permet-il de changer aussi votre manière d'aborder ce sujet ? Oui, j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur l'équipe de France du logement. On a travaillé ensemble avec Anaïg, on a travaillé ensemble avec Valérie. Moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité et je pense qu'il n'est surtout pas trop tard pour trouver les bonnes solutions. Et les solutions, on les connaît, elles existent et vous les proposez depuis de nombreuses années. Donc il faut qu'on essaie de voir où ça coince pour que les choses se mettent en place. Au niveau européen, en fait, on s'est aperçu pendant la campagne de 2024 que la plupart des 27 États membres traversaient en fait cette crise du logement. Et la présidente de la Commission européenne s'est engagée auprès des groupes politiques pour s'en occuper, s'en préoccuper. Elle a donc nommé un commissaire en charge du logement, ça n'existait pas, un commissaire à l'énergie et au logement, parce qu'il fallait quand même rattacher cette question à une compétence existante, puisque ce n'est pas une compétence de l'Union européenne, c'est bien une compétence des États membres. Elle a créé ce qu'on appelle une task force pour essayer de faire travailler ensemble et de faire coordonner les actions d'un certain nombre d'institutions européennes. On en parlera tout à l'heure, en effet, avec la chef de la représentation européenne en France, de la Commission européenne en France, qui sera là pour clôturer cette matinée. C'est parfait, parce que ça veut dire que jusqu'en France, effectivement, on a ce relais. Elle a annoncé un plan pour un logement abordable et on a créé, au sein du Parlement européen, une commission spéciale, la commission logement, avec 33 députés européens qui couvrent les 27 États membres et toutes les formations politiques. Et on a travaillé, on a adopté un rapport en mars dernier qui propose en fait les grandes lignes qui rejoignent celles qu'on a ici bien sûr en France, les grands axes. Et la Commission européenne nous a annoncé un plan pour donc un logement abordable. On nous l'a annoncé pour juillet, je pense qu'il sera repoussé en septembre. J'ai envie de dire ici devant vous, ne pas trop en attendre. Et nous, on dit régulièrement au sein de l'Union européenne qu'il faut que l'Europe apporte une véritable valeur ajoutée et qu'elle ne complique pas encore plus ce qui est déjà compliqué. C'est pour ça que dès que tu as été nommée, Valérie, j'ai souhaité qu'on en parle ensemble. Il y a des financements européens, ça existe, et il ne faudrait pas que la France passe à côté. Tu te souviens de ce qu'on a dit par rapport à l'ANRU. Voilà, c'est typiquement pour moi des projets tout à fait structurants pour lesquels on peut aller réclamer notre dû, entre guillemets. Et Anaïg, tu te souviens aussi, on est venu avec une délégation de députés européens à l'Assemblée nationale. Ils voulaient comprendre en fait ce qu'il y avait dans ta loi sur en fait la location de très courte durée, qui est un vrai problème qui concerne tous les États membres et sur lequel On a un petit souci de micro. C'est bon? Réessayez. J'ai peut-être appuyé sur un bouton. Non, parce que on a l'habitude, parce que au Parlement européen, on a 2 minutes de temps de parole. Donc je suis habituée, donc je considère que je dois m'arrêter là. Non. Sinon, pour vous dire que ce que je pense qui est important, c'est vraiment qu'on travaille ensemble. Sénat, Parlement et ministres. Je suis allée également rencontrer Vincent Jeanbrun pour que l'Europe apporte vraiment du plus et qu'on fasse attention, notamment sur le Construction Act qui nous est annoncé, qu'on n'ajoute pas des règles et des normes à ce que vous vivez déjà. Je pense qu'en la matière, il faudrait une pause sur les normes, une espèce de moratoire. La RE 2020, rien que la RE 2020, pas plus, et une pause pendant plusieurs années. Voilà. Donc, on travaille vraiment ensemble. Et ça, je trouve que c'est extrêmement enthousiasmant et on peut rester optimiste. Mais justement, là, on vous voit travailler toutes les trois ensemble, et c'est l'importance aussi de ce sujet, c'est qu'il nécessite le compromis. Madame la ministre, vous avez cette culture du compromis, vous insistez beaucoup sur cette notion, mais est-ce qu'on peut y arriver aujourd'hui? Comment parvenir à ce compromis? Comment faire pour que les postures politiques ne l'emportent pas sur l'intérêt général? C'est la politique des petits pas? Il faut y aller petit à petit? Mais en tout cas, il faut toujours s'assurer d'avoir au bout
je suis une pragmatique, j'ai des convictions politiques évidemment, sinon je ne serais pas devant vous. Mais d'abord, on est attendu sur ce sujet central dans la vie de notre société, le logement, qui nous oblige quand même à ne pas oublier l'intérêt général et à essayer de coproduire le plus possible ce qu'on fait entre parlementaires, en tout cas ça c'est clair, en tout cas à l'Assemblée, mais au Sénat c'est la même chose. Des parlementaires de toute sensibilité se parlent pour essayer en tout cas de converger et d'avancer le plus possible sur des textes. Je suis convaincue d'autre part que du côté des acteurs du secteur c'est la même chose. Plus les acteurs partagent et essayent de construire une ambition commune, alors chacun dans leur secteur, chacun avec leurs objectifs et dans le respect bien sûr de chacun, plus il y a cette convergence en tout cas des vues vers une ambition et un projet partagé, des priorités partagées, et plus on a de chances de convaincre un gouvernement, Bercy, une société, parce qu'on parle d'une seule voix, parce que c'est porté, et on le sait, c'est un combat. Construire un budget est un combat, faire adopter un texte de loi est un combat. Et au même titre, et on vient de le voir par exemple sur la proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée sur le bâti existant, ce texte a été adopté sur un sujet qui est quand même l'investissement locatif privé, dont on sait que au départ, chacun a des convictions qui peuvent être assez différentes. On a construit quand même une voie, une trajectoire avec l'ensemble des parlementaires. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire avec le concours de chaque parlementaire, et encore une fois en respectant une trajectoire et en trouvant les voies de passage. Chacun a apporté sa contribution, ses amendements. On a fait adopter, en tout cas dans la Chambre de l'Assemblée nationale, ce statut du bailleur privé dans l'ancien. Vous savez que le Jeanbrun, tel qu'il l'appelait dans le neuf, on va dire, a aujourd'hui des paramètres, même si effectivement la crise qu'on vit, le détroit d'Ormuz ont un peu grippé les choses, mais en tout cas avait donné un outil qui avait donné des frémissements. Mais le statut du bailleur privé dans l'ancien avait des objectifs et des paramètres tellement ambitieux, atteindre les conditions du neuf pour acheter un bien, faire les travaux et bénéficier d'un amortissement quand on le met dans le locatif, atteindre les conditions du neuf quand vous êtes FOG, il y a peu de chances que vous y arriviez. Or, le sujet principal dans la relance de l'investissement privé locatif, c'est le 1,3 million logements passoires thermiques FG qu'il faut absolument reconduire et faire revenir dans le parc locatif. Soit dans le parc locatif d'ailleurs, soit dans l'accession, en créant les outils aussi pour accompagner l'accession à la propriété. Et là, ce sont d'autres sujets comme le prêt à taux zéro, sur lequel on voit aussi qu'il y a consensus. En clair, si on sait faire des concessions, si on sait aller sur les enjeux d'intérêt généraux sur lesquels on a obligation à avancer, je suis convaincue qu'on peut trouver des voies de passage, mais il faut, moi j'ai toujours dit, c'est ensemble, c'est tous unis, en acceptant effectivement de trouver les convergences, mais je suis convaincue qu'en tout cas, on peut réussir, y compris le projet de loi, mais il ne faut pas que ce soit un jeu de dupes. Il ne faut pas qu'au bout, on ait dégradé les paramètres de chaque mesure, par exemple d'un texte, et encore une fois, il y a besoin d'un budget. Alors je sais bien, on est dans une période de crise budgétaire, de crise par rapport à nos ressources. L'investissement, c'est certainement un des rares secteurs. Alors quand on discute avec Bercy, c'est pas comme ça que c'est perçu, chacun le sait. N'empêche que quand on a des logements vacants, il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus de recettes, il n'y a plus rien qui rentre. Quand les travaux ne sont pas faits dans un patrimoine qui est rendu vacant, il n'y a pas de recettes de TVA. Quand il n'y a pas de transactions financières, il n'y a pas de DMTO. En clair, rien de tel que de remettre en route la machine de la production et de la rénovation pour enclencher d'autres recettes. Et quand on fait le delta recettes-dépenses, et quand on accepte l'objectivité de recettes-dépenses, certes, ce n'est pas dans les mêmes poches, on se rend compte quand même que la dynamique est au rendez-vous. Et je vous rappelle qu'on a un secteur du bâtiment qui est complètement lié au secteur du logement qui débat aujourd'hui, dont on sait bien qu'il va vivre des années extrêmement difficiles si on n'est pas en capacité de maintenir ce secteur pour répondre aux aspirations de nos concitoyens. Justement, est-ce que la stratégie est-elle bonne aujourd'hui? Il y a l'importance de cette stratégie nationale qui doit être mise en place, mais il faut parler aussi des territoires. Madame Lemeur, est-ce que ce n'est pas aussi de là que peut venir la solution, si on prend un petit peu de hauteur sur les leviers à enclencher? Je suis évidemment favorable à ce qui est de l'expérimentation, qui est en fait un petit peu de dépassement sur les territoires et qu'on ose en fait avoir des propositions.
Je cite souvent un exemple parce qu'il faut lier aussi à l'économie, il faut lier aux dynamiques des territoires le logement. On parle beaucoup de décentralisation, de réindustrialisation. Les deux doivent aller ensemble. Au bout d'un moment, il faut laisser au territoire la main. Je donne souvent l'exemple, et je vous l'avais donné au préalable en préparation. Par exemple, à la région Bretagne, on a réussi à faire que, sachant qu'on n'avait pas forcément les forces vives pour créer des batteries, eh ben, on a délocalisé en fait une gigafactory vers Mulhouse pour pouvoir derrière nous garder en fait tout ce qui était recherche et développement. Et donc les régions se sont alliées pour pouvoir le faire. Donc je trouve ça comme dynamique pas mal, c'est-à-dire que nous, n'ayant pas forcément les personnes suffisantes sur notre territoire pour produire, on est allé chercher à côté, là où il y avait capacité à faire du logement, capacité du coup à employer, et cette dynamique en fait de coopération entre les territoires est plutôt intéressante. Ça se fait de plus en plus par nécessité parfois. Cependant, ce n'est pas toujours bien accompagné. On voit sur nos territoires des zones où il y a des fortes tensions au niveau immobilier, notamment sur la partie très littorale, du fait d'une concurrence dans l'usage par rapport notamment à la location de courte durée. Et derrière, ce sont les territoires en fait rétro-littoraux donc qui subissent un peu ce déport. Comment aider en fait ces territoires rétro-littoraux à se développer sans pour autant que ça devienne une charge pour eux. Au bout d'un moment, ils se retrouvent dans une nécessité à bâtir. Alors, au-delà du logement, ce sont des infrastructures qu'il faut bâtir, ce sont des écoles, des administrations. Et en fait, ils le font parce que le territoire littoral est saturé. Peut-être réfléchir notamment à ces notions de bassin de vie un peu plus pour être plus coopératifs, plus aidants les uns avec les autres. C'est ce que l'on voit, moi, c'est les retours et les maires, vous sentez que les nouveaux maires aussi qui viennent d'être élus ont ce sujet aussi à bras-le-corps ? Ils ont ce sujet, justement, ce témoignage. Je l'ai aussi d'un maire qui est venu me voir, qui me dit, mais c'est gentil, mais les territoires littoraux, ils ont la taxe de séjour, la taxe d'habitation, c'est résidence secondaire. Et nous, en fait, on n'a qu'à bâtir derrière, parce que nous, on a des contraintes liées au SRU, on n'a du coup pas de taxe d'habitation qui tombe, et on se retrouve à tout bâtir et à tout construire pour des gens qui, du coup, vont aller travailler des fois sur le territoire littoral, parce que c'est une activité liée au tourisme. Et nous, à nous de faire les pistes cyclables, les voies, les bus, etc. Alors que les territoires littoraux, en fait, ils encaissent un peu de l'argent, mais nous, on n'en a pas suffisamment pour pouvoir continuer. Et cette connexion, des fois, en fait, entre deux territoires qui sont des fois politiquement distincts, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on n'a pas forcément la même identité politique dans les terres qu'on a en littoral. Je pense que cette coopération, il faut l'entrevoir et pas raisonner toujours en termes de PCI, raisonner réellement en bassin de vie, où là où il y a réellement les gens qui habitent, ils savent même pas ce que c'est qu'une EPCI. Des fois, ils se disent j'habite là parce que c'était moins cher, ou parce qu'il y avait des bus, ou parce qu'il y avait une école pour mes enfants. Mais le raisonnement purement administratif, purement politique, il faut le dépasser pour l'intérêt général et se dire on va coopérer pour pouvoir lutter un peu contre des aberrations, qu'elles soient au niveau des transports ou autres, quand on voit que certains bus ils s'arrêtent pile à la limite de l'EPCI, alors que le secteur d'emploi est juste au-delà du pont. Je veux dire, c'est pas cohérent. Il y a un moment où il va falloir avoir cette cohérence territoriale qui se mène de plus en plus. Ça se fait de plus en plus. On fixe un cap au niveau national. En même temps, on fait confiance au territoire. Et l'Europe aussi peut accompagner justement cela par des outils, du financement, c'est ça ? Oui, bien sûr. Je reviendrai sur ce qui a été dit, parce que moi, je partage ce que disait Valérie. Il faut vraiment qu'on travaille sur les paramètres. Parce que les axes, je pense qu'ils vont être là, ils vont être dans la loi, mais après, ça va être les paramètres. Et ça, évidemment, on a besoin des professionnels pour nous éclairer, pour que ce soit puissant et que les mesures qui soient prises aient un impact immédiat, en fait, parce qu'il faut relancer l'offre. Il faut relancer l'offre. Je rejoindrai aussi ce que dit... je profite parce qu'on est ensemble et on veut vous prouver qu'on travaille vraiment ensemble. On est de sensibilités politiques différentes et on veut vraiment trouver les solutions avec vous. Et donc, je rebondis sur ce que disait Anaïg à l'instant. Moi, je pense qu'il faut une stratégie nationale. Je pense après qu'il faut une boîte à outils pour les maires. Et que les maires, ça vaut pour l'Europe, en fonction des réalités qu'ils vivent sur leur terrain, prennent plus ou moins les outils dont ils ont besoin. Je pense que la bonne échelle, j'ai été présidente d'une agglomération, maire de Vitré en Bretagne, c'est quand même le PCI, parce que c'est au niveau de l'intercommunalité qu'on planifie finalement à 2, 3, 4 ans nos besoins en qualité, en quantité de logement. Donc je pense que c'est une bonne solution.
avec le préfet, qui est le représentant quand même de l'État en région. Moi, ça me paraît ça être un bon couple. Il faut absolument, finalement, redonner confiance, parce qu'au bout du bout, c'est quand même le maire qui signe le permis de construire. Ce que nous disent souvent les professionnels. Et donc, c'est le maire qu'il faut aujourd'hui convaincre. Et en fait, moi, comme députée européenne, avec la petite expérience que j'ai de mandats locaux et même un mandat national, je me dis qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est un peu comme une intercommunalité. C'est-à-dire que chaque État membre pourrait être considéré comme une commune. Et on s'est mis ensemble au niveau européen pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble de mieux, de moins cher, de plus efficace. Et c'est vraiment moi ce qui m'anime, et j'ai vraiment envie de profiter de l'occasion qui nous est offerte, et je vous en remercie, pour demander aux professionnels quels sont les irritants aujourd'hui. S'il y a des irritants qui sont français, alors là, mesdames, on compte sur vous. S'il y a des irritants qui sont européens, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de faire avec mes collègues de la même manière, en espérant être, je dirais, œcuménique sur ces sujets-là, le mieux pour vous. Voilà, je pense qu'il faut être hyper concret, parce que on sait ce qu'il faut faire. Voilà. Maintenant, il faut, c'est soit du réglementaire, soit du législatif, soit du financier. C'est soit au niveau européen, soit au niveau national, soit au niveau local. Voilà, il faut juste qu'on l'écrive, qu'on se mette d'accord et qu'on le fasse. Alors, bien évidemment, on vous voit très combative. Il y a aussi cette question qu'on ne peut pas ne pas aborder aujourd'hui, notamment avec cette canicule. On le voit que des urgences climatiques se rapprochent, que l'adaptation au changement climatique est essentielle. On voit les débats qui montent autour de la climatisation, de la rénovation énergétique. Donc, finalement, on va encore avoir des injonctions aussi de dire « Ah, il faut qu'on avance ». Les Français disent « J'ai trop chaud, j'ai trop froid », etc. Donc, finalement, à chaque fois, on a l'impression d'être toujours un peu au pied du mur. Comment on arrive à concilier tout cela? Quel équilibre? Quel est le bon équilibre finalement? Comment trouver cet équilibre-là entre sobriété, environnement, décarbonation, adaptation aussi des besoins et des usages? On voit qu'aujourd'hui, la société n'est plus la même que celle d'hier. Tout ça, il faut arriver à trouver cet équilibre et comment arriver à répondre à l'urgence en faisant attention aussi à ce qui peut se passer après. Mais je pense qu'il faut éviter le stop and go, ça c'est sûr. On le dit toujours, mais pour des raisons qui sont des raisons... Là, du coup, on va avoir ça, hein, parce que... Oui, mais bon, et en général, c'est toujours pour la même chose. C'est toujours la question du nerf de la guerre qui est sous-jacente, on va dire les choses. Après, il y a des sujets de conviction. Par exemple, la clim qui revient aujourd'hui, dont on parle... Enfin, il y a plein de sujets comme ça dont on voit qu'ils viennent effectivement à un moment dans le paysage et dans les débats. En tout cas, sur ces sujets de transformation, de changement climatique, de bon dosage dans la trajectoire à adopter, moi, il y a déjà un principe de base, en tout cas, que moi, j'avais gardé de l'époque des Grenelles de l'environnement et de la façon dont Jean-Louis Borloo avait posé le sujet en termes de développement durable. Pas de décarbonation, de développement durable. C'est-à-dire que notre objectif, c'est accompagner la transition climatique, mais de le faire en faisant en sorte de faire avancer au même rythme l'écologie, l'humain et l'économie. En clair, on ne fait pas décrocher les gens, sinon à un moment donné, tout s'arrête parce que les gens ne suivent plus le mouvement. C'est-à-dire que tout le monde est convaincu, et si on ne l'est pas aujourd'hui, c'est que vraiment on n'ouvre pas les yeux et on ne vit pas sur la planète, quoi. Donc il faut faire quelque chose. Mais comment on y arrive si effectivement les gens décrochent parce que leur pouvoir d'achat ne permet pas de suivre la trajectoire? Je vais vous donner un exemple. ETS2, Marianne. ETS2. Alors, TS2, dites-nous. 60, non mais quand vous avez, alors ETS2 c'est quoi? C'est une, comment on dit, une circulaire, une directive, je ne sais pas, je ne sais plus, je m'y perds dans les outils de l'Europe, mais ETS2 c'est une disposition qui permet de créer le fonds solidarité énergie, si je ne me trompe, mais pour le financer, il faut bien trouver un levier. Le levier, c'est taxer les énergies carbonées, donc le gaz et le fioul. Mais dès 2028. D'ailleurs, c'était avant, normalement. Ça a été reporté à 2028, parce que, très honnêtement, moi, j'ai bataillé pour à l'époque, donc c'est 2028. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est un exemple. Il faut accompagner cette décarbonation, mais l'objectif de transformer et de sortir du gaz le parc de logement social, c'est horizon 2050. C'est des millions de logements. L'USH porte ça avec les bailleurs sociaux, ils mettent les bouchées doubles, mais il y a 65% du parc de logements sociaux qui est chauffé au gaz. 2050. Si en 2028, on augmente de 15% les factures de gaz en plus des 15% de cette année,
Expliquez-moi quel locataire va pouvoir rester dans son logement sans s'endetter et payer son chauffage. Donc on voit bien qu'il faut le faire, mais si à chaque fois on punit parce qu'il y a des mesures, qu'il faut accompagner des fonds, mais que ces fonds on les met là, donc comment on avance? Comment on crée les bonnes conditions? Le rapport Rivaton, il nous dit en même temps, attention effectivement, RE 2020, enfin toutes les obligations, il faut le faire. Comment on adopte et on modifie la trajectoire? Il nous a parlé confort d'été. Confort d'été en nous disant, on se rend compte de plus en plus dans les analyses et les études que, en fait, la notion de réchauffement, elle s'est accélérée par rapport aux prévisions initiales de la loi climat. Ça veut dire qu'il faut repenser aussi comment, par exemple, on va accompagner nos politiques publiques, non pas seulement sur le froid, mais sur le chaud. Et donc, comment on fait évoluer aussi nos règles sans encore remettre des dispositions nouvelles, mais en même temps accompagner une trajectoire. Donc, ça montre bien qu'il faut qu'on se parle, qu'on anticipe et qu'on construise quelque chose de cohérent, pas en coup par coup. Donc, être pragmatique, finalement. Pragmatique et en même temps visible pour tout le monde, en essayant d'arrêter de faire des coups à chaque fois qu'il y a une catastrophe, comme aujourd'hui, et de se poser les bonnes questions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sujet, il est complexe, mais il mérite que la trajectoire, on parlait d'RE 2020 tout à l'heure, la trajectoire, elle doit essayer d'embarquer les gens et de ne pas faire caler l'économie non plus. Et il faut qu'on arrive à faire ce virage, parce qu'il est urgent, on le voit, il est urgent, mais il faut qu'il soit soutenable. Sinon, les gens, ils ne vont plus rester dans le logement. Et donc, on voit bien qu'on est dans cette équation complexe. Justement, oui. C'est ça l'objectif le plus difficile qu'on doit fixer avec le secteur. Votre réaction, Madame Le Callennec? Je vous voyais prendre des notes. Oui, je prends toujours des notes quand j'en profite. À la commission spéciale logement, on étudie les bonnes pratiques. Et comme on nous dit qu'il va bientôt faire à Brest la même température qu'à Barcelone, moi j'ai commencé à discuter avec mes homologues espagnols pour savoir comment, en fait, et depuis des années, ils essaient de régler ce problème de l'adaptation au dérèglement climatique. Sur ETS2, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Valérie, et là il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Vous savez qu'au niveau européen, il y a effectivement cette idée du Green Deal qui nous a créé le TS1, qui pèse lourd par exemple sur l'industrie maritime aujourd'hui, qui aimerait, quand elle verse, pouvoir récupérer pour faire des travaux pour décarboner. L'argent parfois se perd et ne va pas directement à ceux qui en auraient besoin. Et effectivement, il y a une intention de ETS2. Alors, au niveau européen, on a des directives et des règlements. Les directives, ça s'applique dans les États membres après avoir transposé, et ça, c'est les parlementaires qui le font. En général, on se donne une période de 2 ans. Et les règlements, ça s'applique à tous les États membres en même temps. Vous avez peut-être entendu parler du règlement retour là, qui va s'appliquer. Voilà. C'est la grande différence. Et effectivement, il y a des débats actuellement sur ETS2. Et moi, je freine des cas de fer sur cette question de l'ETS2 appliquée au logement. Et Valérie a raison de rappeler, moi j'ai eu l'étude entre les mains qui a été diligentée par l'ARO HLM des Hauts-de-France. C'est exactement ce que tu dis, près des 3/4 des logements sont chauffés au gaz. Alors, au niveau européen, le gaz, c'est pas bien. Et donc, le gaz, c'est carboné. Donc, attention, c'est des murs d'investissement et des millions d'euros que nous n'avons pas. Donc là aussi, je reviens sur cette idée de paramètres. Et la difficulté qu'on va avoir, et là je m'adresse aussi à vous, c'est qu'on n'est qu'une commission spéciale. Et vous savez qu'au niveau européen, la Commission européenne dispose de directions générales. Et ces directions générales, c'est elles qui finalement traitent les sujets et c'est elles qui nous proposent les lois, les actes, comme on appelle ça au niveau européen. Et aujourd'hui, sur cette question de logement, il y a 2 directions générales qui sont concernées. La DG Gros, qui est donc dans l'escarcelle de notre commissaire européen Stéphane Séjourné, et la DG Énergie, qui dépend donc du fameux commissaire qui a dans son portefeuille le logement et l'énergie. Et je pense qu'il faut absolument qu'on travaille avec les professionnels et les industriels du bâtiment, parce que ça va être un enjeu majeur. Vous innovez. Il faut qu'on sache que vous innovez. Si vous innovez, c'est parce que vous avez moyen de le faire, donc on ne va pas commencer à vous ponctionner parce que vous avez besoin de cet argent pour innover. Et il va falloir faire très attention aux normes qu'on voudrait vous imposer. Vous savez qu'il y a une directive qui s'appelle EPBD sur la performance énergétique des bâtiments. Donc voilà, je lance un appel, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus parce que la Commission européenne est en train de travailler. Souvent, elle lance des consultations, des appels à manifestation d'intérêt, etc. Il faut vraiment aller regarder au fond ce qui est proposé pour que ça vous convienne et que ça règle le problème de la rénovation.
Je pense qu'en France, et si on doit flécher des priorités, je pense que c'est sur la rénovation. Mais justement, donc plan d'électrification, plan de rénovation, à vous également de réagir peut-être là-dessus, sur cette idée de voir toutes ces choses se télescoper un petit peu, comment on fait pour avancer quand même. Vous avez peut-être un appel également. Alors effectivement, tout vient de front un petit peu avec en plus cette crise économique qui est là et qui est certaine. Donc au bout d'un moment, je suis d'accord sur le fait qu'on est dans une phase de transition. Il ne faut pas faire la révolution du jour au lendemain. Les constats sont là. Souvent, on nous met effectivement sur le fait accompli lié à de l'actualité. Il faut des fois prendre un peu de recul, projeter, mais il faut aussi rassurer les gens en ayant une programmation beaucoup plus longue, avec des financements derrière, parce qu'effectivement, souvent, on a des bonnes solutions, mais derrière, on n'a aucun moyen de les financer. Donc, il y aura réellement la nécessité d'optimiser ce financement et effectivement, on aura possiblement le soutien de l'Europe et il faut savoir capter en fait ces fonds pour pouvoir justement donner de l'avenir et rassurer les gens. Mais il y a réellement une notion d'arrêter ce jeu d'opposition. Au bout d'un moment, il y a la réalité, c'est certain, du changement climatique notamment et de la dépendance énergétique. Cependant, il ne va pas falloir non plus se mettre frontalement face à la population qui n'aura pas les moyens de le faire. On le voit dans le secteur effectivement des bailleurs sociaux, mais c'est la même chose pour des bailleurs privés qui se retrouvent dans la possibilité de relouer leurs biens. Finalement, c'est de leur donner un cap aussi. Le plan, vous me souffliez l'ANRU, c'est un peu ça. Finalement, c'est de se donner aussi plusieurs années. C'est exactement l'objectif. C'est au bout d'un moment, il faut une programmation sur du long terme pour pouvoir se dire, l'objectif, il ne faut pas que ça soit culpabilisant ni pour l'un ni pour l'autre. En soi, on va ensemble, on avance ensemble sur le chemin, mais il faut créer ce chemin-là. Au bout d'un moment, il manque des fois cette visibilité à long terme où l'ensemble, on prend un peu en silo en fait chaque problématique. C'est-à-dire que d'un côté, on va dire on va faire de la rénovation énergétique, de l'autre, oui, on va faire une transition sur nos modes énergétiques en disant on fait plus de fossiles et on va faire uniquement et exclusivement de l'électrique. Seulement, on ne s'est pas donné le temps de communiquer entre la réalité et le pragmatisme du quotidien, qui n'est pas celle des gens qui, eux, ont une chaudière à gaz sur laquelle ils viennent d'investir et qu'on leur dit demain, il faut changer. Alors, je vais vous demander de garder le micro. Dernier tour de table, toutes les trois, parce que le temps avance malheureusement. Très rapidement, 2 messages. Le premier, au futur candidat ou candidate à la présidentielle. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Qu'est-ce que vous voulez qu'il retienne aujourd'hui? Et le deuxième, aux professionnels qui sont là, qui pourront vous répondre juste après. Alors le message, c'est priorité logement. On a souffert depuis des années de ne pas parler autant de logement. Donc là, il faut réellement que ce soit une priorité, le logement, parce qu'on n'a pas le choix pour les citoyens, mais aussi pour notre économie, pour les professionnels qui sont là. Donc vous serez partenaires. Et donc je dis aux professionnels, merci de contribuer justement à ce projet commun pour pouvoir justement avancer beaucoup plus loin sur le logement. Madame Lucalenec, à vous, je donnerai la parole finale à Madame Létard. Je suis un peu gênée parce que j'ai déjà fait mes propositions à un des candidats à la présidentielle qui les a annoncées il y a quelques semaines. En l'occurrence, à Bruno Retailleau, parce qu'on a beaucoup travaillé sur la question du logement parce qu'on estime que ça va s'inviter dans la présidentielle, au-delà même de la loi que vous allez travailler. Donc les propositions, elles sont connues. Alors, le message le plus important. Je vous invite à les découvrir et surtout à nous dire, vous me disiez, elles sont bonnes à 60%. Donc s'il manque 40%, il faut continuer à travailler. Pour moi, c'est simplification et financement. D'accord. Simplification, financement et stabilité. Voilà. Et pour les professionnels, votre message aux professionnels? Servez-vous de nous. Voilà, utilisez-nous. On est là, des parlementaires qui avons quand même une petite possibilité de faire avancer les choses, modestement, mais de façon pragmatique, comme disait Valérie tout à l'heure. Donc, surtout, essayez de nous dire ce que vous voulez exactement, puisqu'il faut, à un moment donné, le traduire dans les textes ou dans les financements. Voilà. Et vous savez mieux que personne ce dont on a besoin aujourd'hui en France. Madame la ministre, Valérie Létard. Très rapidement. Rapidement comme mes 2 collègues, comment ne pas dire à tous nos candidats que le logement est non seulement une urgence, mais c'est le cœur de la préoccupation et c'est l'endroit dans lequel on construit sa vie.
Et donc, on ne peut pas aujourd'hui, au moment où on voit bien que cet élément-là est en train de basculer, n'est plus au rendez-vous, ne pas s'en saisir comme étant une priorité nationale. Comment faire en sorte que l'on soit étudiant, jeune accédant, locataire du logement social, loueur, petit propriétaire bailleur ou grand investisseur, quel que l'on soit, quel que soit le rôle que l'on joue, où que l'on soit dans la vie, le pouvoir d'achat des ménages, par quoi il est impacté aujourd'hui? Des salaires qui ont du mal à prospérer, des charges qui explosent, et le logement prend une part de plus en plus significative, chacun le sait, dans le pouvoir d'achat. Quand on parle logement, on parle de la vie de nos concitoyens, de leurs difficultés, mais aussi de leurs rêves et de leur aspiration. Parce que le logement, c'est le rêve de nos concitoyens. Donc c'est de ça qu'on parle, on parle de la vie quotidienne des gens. Et vous, mes chers acteurs essentiels du logement, tous unis, parce que plus vous serez unis, plus vous serez audibles, plus vous serez entendus, partagez des ambitions, des priorités différentes et complémentaires, mais partagez-les, portez-les de façon rassemblée, et je suis convaincue qu'elles pèseront. Merci beaucoup, merci à toutes les trois. Je vais vous demander de, vous pouvez les applaudir, de rejoindre la salle. Vous restez bien sûr avec nous parce que vous pourrez réagir à ce que vous allez entendre à la suite. Je vais maintenant appeler les représentants de la filière pour entendre leurs réactions, recueillir aussi leur état d'esprit, leurs attentes, leurs défis, leurs enjeux, comme chaque année. Et vous pourrez donc de nouveau réagir en fin de débat. Merci d'accueillir Marianne Louis, directrice générale de l'USH. Je vous en prie. Vous avez le droit d'applaudir quand même parce que... Alors, je ne vois pas Pascal Boulanger, donc Didier Balaguer va le remplacer juste le temps qu'il arrive. Je crois qu'il était un petit peu coincé, donc délégué général de la Fédération des promoteurs immobiliers. Vous pouvez l'applaudir aussi. Christophe Millet, président du Conseil national de l'Ordre des architectes, et Loïc Quentin, président de la FNAIM. Merci à tous de votre présence et de votre fidélité à notre rendez-vous. Chaque année, on se retrouve, tant acteurs du privé que du public. Nous nous retrouvons une nouvelle fois dans un contexte particulier. Depuis plusieurs années, on n'arrête pas d'alerter tous les ans sur cette aggravation de la crise du logement. Quel est aujourd'hui votre état d'esprit? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a passé un cap? Pensez-vous avoir été entendu? Finalement, c'est un peu toutes ces questions-là qu'on va entendre, entre optimisme et pessimiste. J'imagine que votre cœur balance aussi. Déjà, peut-être une première réaction sur ce que vous venez d'entendre de notre équipe de France des parlementaires du logement. Monsieur Quentin, je vous vois au bout. J'aurais pu commencer par Marianne, pardon, je vais faire ça mieux. Marianne, je vous en prie. Si, quand même. On n'est pas nombreuses sur scène, donc autant que je commence par vous. Merci beaucoup. Par rapport à ce qu'on vient d'entendre, je pense qu'effectivement, et tout le travail qui a été évoqué autour du compromis trouvé au moment du PLF, et dont Valérie Létard a été une des actrices, montre bien que, effectivement, cette question du logement, du besoin de logement, etc., a quand même a pris une dimension nouvelle. On sort du déni, quoi. On sort du déni. Je ne sais pas si c'était du déni. On sort du mythe selon lequel, qui est celui, on va le dire, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, selon lequel le choc de l'offre va se faire naturellement et que le choc de l'offre va faire baisser les prix. Parce que je rappelle quand même que pour ceux qui y étaient, c'était ce qui avait été dit à la conférence de consensus au Sénat. Le choc de l'offre, c'est la solution. Voilà, pendant 3 ans, on nous a dit ça va fonctionner, puis à la fin du quinquennat, on s'est rendu compte que pas de choc de l'offre, pas de baisse des prix et crise du logement aggravée. Donc, voilà, on a quand même une rupture qui est très nette, qui a été portée par donc, cette loi de finances, qui, je pense, est maintenant aussi portée par le Premier ministre, mais tout cela dans un système très contraint et puis dans un calendrier qui est très contraint, parce que, comme vous l'avez rappelé, on est à moins d'1 an maintenant d'échéance majeure. Donc, je dirais, on sort du déni, sans doute un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Je vais repartir du bout. Alors, Monsieur Quentin, à vous. Bonjour à toutes et tous. Alors pour une fois, je vais être d'accord, comme quoi les acteurs du logement peuvent être d'accord. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Marianne Louis. Je suis tout à fait d'accord parce que c'est vrai qu'on va terminer 10 ans, 2 mandats consécutifs du président Emmanuel Macron. Et quel héritage va-t-il nous laisser au niveau du logement? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Je crois qu'entre une loi comme la loi climat-résilience, dont on va fêter les 6 années cette année, 2020, qui a notamment amené, je dirais, un cadre, beaucoup de bonnes choses, mais beaucoup de mauvaises choses. Et aujourd'hui, on est en train de se poser la question, comment on doit détricoter la loi climat-résilience pour faire en sorte de ramener des logements qui sont indécents selon le législateur,
par surtransposition d'une directive européenne, la France est encore illustrée en apportant de la sanction et pas de l'incitation dans un marché du logement qu'on a besoin. C'est tout simplement ça. On était complètement à côté de la plaque. Le projet de loi soutenu par le gouvernement, enfin, va accorder sous l'impulsion d'Amel Gacquerre, sénatrice, qui avait déjà porté un projet de loi, une proposition de loi, et notamment de donner un délai des propriétaires bailleurs pour faire leurs travaux. C'est exactement la même chose quand on parle de supprimer... Ah, j'ai un petit souci de micro. Ah, ça y est, vous êtes revenu. Ça va. On va essayer de ne pas le mettre au pied du micro, peut-être c'est ça qui doit capter le signal. Très bien, très bien. Et je termine. Donc je crois que c'est là tout le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte, on se demande, la loi climat résilience n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact comme elle devrait faire. Et j'ai dit très souvent que cette loi, on a du mal finalement à l'ingérer. Mais on va avoir encore beaucoup plus de mal à la digérer. Nous ne sommes qu'au début des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Le problème, c'est qu'on voit, je dirais, a posteriori, on découvre des problèmes. Le nombre de fois, nous, on a soulevé que le fait que le calendrier de la rénovation énergétique n'était pas tenable, c'est pas la rénovation énergétique qu'on met en cause, c'est ce calendrier qui n'est pas tenable et qui a des conséquences, malheureusement, très mauvaises pour le logement. Monsieur Balaguer, votre réaction côté Fédération des promoteurs, oui, je crois que vous aviez... je fais exprès je tourne. Je crois que vous vouliez aussi... Enfin, les promoteurs ont été quand même très pessimistes ces derniers temps. Et là, peut-être aujourd'hui, avoir quand même cette lueur d'espoir, cette lueur d'optimisme dans ce nouveau plan aussi. Alors, bonjour à toutes et tous. Je voulais d'abord excuser mon président qui est venu spécialement pour les assises et qui a des urgences à régler, de très grosses urgences, donc il n'a pas pu être présent. Oui, en fait, beaucoup de choses à dire, mais on reviendra là-dessus. C'est vrai qu'il y a une rupture et avec la loi de finances, on dispose d'un outil qui est le statut du bailleur privé qui permet ou qui aurait permis de relancer la machine. Mais malheureusement, quelques jours après la publication de la loi, la crise au Moyen-Orient, la guerre entre les États-Unis et l'Iran, et donc patatras, quoi. Tout s'est écroulé parce que, vous le savez, le logement, c'est un sujet de temps long. Les particuliers s'investissent dans le logement quand ils ont de la visibilité, quand le contexte est plutôt à la confiance. Or, avec une crise au Moyen-Orient, la hausse des prix de l'énergie, à nouveau la hausse de l'inflation, le risque de la hausse des taux d'intérêt, ce sont un certain nombre de paramètres cumulés qui font que les investisseurs et les particuliers ne regardent le logement mais n'y vont pas. Donc on a vraiment ce coup de bambou qui est arrivé au plus mauvais moment. Donc on dispose des outils, les outils sont là. Maintenant, il faut que l'environnement se dégage. Donc on peut espérer que les négociations à Genève ou en Suisse vont aboutir très rapidement et qu'on va voir quelque chose, enfin que l'horizon va se dégager. Donc on redevient optimiste ou on veut être optimiste parce qu'on pense effectivement qu'à partir du moment où la situation internationale se calme, tout ira mieux pour la promotion immobilière. Monsieur Millet, du côté des architectes, alors quel est votre sentiment à vous déjà, par rapport à ce que vous avez entendu, et puis plus globalement, votre état d'esprit? Alors déjà, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Alors déjà, ça va beaucoup mieux que l'année dernière, puisque l'année dernière, je me souviens avoir eu un petit énervement sur la condition des architectes qui n'étaient jamais interrogés sur la question du logement. Depuis, l'Ordre des architectes, avec nos amis aménageurs, ont intégré l'équipe de France du logement par monsieur Jean Brun. Donc ça veut dire qu'enfin, les politiques vont chercher des solutions ailleurs et vont faire peut-être un pas de côté, là où jusqu'à présent les acteurs qui étaient interrogés étaient sensiblement toujours les mêmes. Peut-être que les propositions qui étaient faites jusqu'à présent visaient plus à alimenter la bonne santé des acteurs plutôt qu'à produire du logement en quantité. Pour autant, ce n'est pas forcément décorrélé, mais on a longtemps senti que l'idée était de prendre soin des acteurs plutôt que de faire du logement. Donc aujourd'hui, il y a une volonté de la part du ministère du Logement de faire un pas de côté et d'aller interroger ceux qui conçoivent le logement et ceux qui aménagent les fonciers. Puisque si on voit un certain nombre de propositions apparaître, notamment dans la loi Jean Brun ou dans le projet de loi de Madame la Ministre Létard, pour autant, la question de notre capacité à offrir, à mettre sur le marché du logement réhabilité ou neuf moins cher, mais beaucoup moins cher, est à peine abordée. Le choc de l'offre ne fera pas baisser les prix parce que les statistiques dont on dispose fait que plus le marché est dynamique, plus le marché augmente. Ça, pour le coup, on le sait depuis un certain nombre d'années déjà maintenant. Donc la question du foncier est à peine abordée.
Et encore, j'avais dit la même chose l'année dernière ici à cette même table ronde. La question du forfait est à peine abordée et la question de notre capacité à mettre sur le marché des logements moins chers et de meilleure qualité est à peine abordée encore. Mais alors finalement, quand on prend un petit peu de hauteur aussi, donc j'entends, vous êtes content quand même que des mesures soient mises en place. Vous pensez tous que voilà, c'est bien que ce sujet soit mis sur la table. Vous êtes tous d'accord pour faire partie de cette équipe de France, mais finalement il manque encore des choses. Et quels sont les principaux défis et les enjeux que vous voyez encore se développer pour vous? Notre sujet, c'est vraiment de gérer deux temporalités différentes. Il y a la question de l'action dans l'urgence. Et de ce point de vue-là, effectivement, on est content du travail qui a été engagé avec Valérie Létard par la baisse de RLS, puis prolongé lors de la loi de finances. On est content des annonces faites par le ministre et le Premier ministre, le ministre Jeanbrun et le Premier ministre Lecornu, notamment l'annonce de l'ANRU 3, parce que c'est un signal très positif qui est envoyé au secteur. Évidemment, on a quelques mécontentements sur des dispositions législatives réglementaires. On pourrait consacrer du temps à la problématique européenne qui est effectivement, parce qu'elle est jusqu'au boutiste sur certains sujets pour finalement reculer, amène. Je vais vous donner un exemple, et puis je continuerai juste sur le temps long. Mais je vais vous donner un exemple parce que c'était très intéressant. C'est à un moment, l'Europe a arrêté cette stratégie dite Fit for 55, qui nous amenait dans une trajectoire d'éradication de tous les logements D. Je parle des logements D. Vous voyez, on est quand même sur des logements qui ont déjà un bon niveau de performance en 2050. Donc là-dessus, la France a décliné un bon élève en plus. La France est toujours bon élève, ça on ne peut pas lui reprocher, a décliné une stratégie qui a amené un rythme de traitement qui s'appelle la SNBC, Stratégie nationale bas carbone, pour éradiquer les logements D. Et là, évidemment, ça a un impact. C'est-à-dire que dès qu'on a des discussions avec Bercy, je regardais Valérie, sur quelles sont les conditions de financement de la rénovation énergétique, Bercy se dit « Oh là là, va falloir éradiquer les D, donc il faut tout de suite viser C ». Comme ça, au moins, ce sera fait, on aura éradiqué les D. Sauf que pour viser C, il faut mettre 30 000 € par logement. Et comme on met 30 000 € par logement, quand on en fait 100 000 par an, c'est déjà un grand maximum. Je parle du monde HLM. Alors qu'on nous aurait dit dès le début, écoutez, on préserve les D, parce que déjà, D, c'est pas mal. Il faut éradiquer les E. Il faut aller jusqu'à E. On aurait pu, dès le début, dans la discussion avec Bercy, dire, bon, écoutez, c'est un peu moins coûteux, donc on peut en viser un peu plus tous les ans. Maintenant, l'Europe est en train de reculer sur cette stratégie Fit for 55, qui, de toute façon, est inatteignable. Moi, je suis en contact avec nos homologues européens. Je peux vous assurer qu'en termes de qualité du bâtiment, ils sont très très loin dans un certain nombre de pays. Mais c'est trop tard, parce qu'en France, pendant 5 ans, on s'est géré un truc où l'obsession, c'était la SNBC. Je prends cet exemple-là parce que c'est typique des ambitions qui ne sont pas bien dimensionnées, qui sont pensées dans une espèce de vision qui n'est absolument pas corrélée à la réalité. Donc je disais le temps court, et le temps court, il y a des signaux positifs. Et puis après, il y a effectivement des préoccupations du temps long dont il faut que tout le monde se saisisse. Christophe Miel a évoqué, je pense que la préoccupation du foncier, c'est le prochain mur qui est devant nous. C'est-à-dire, de toute façon, le monde dans lequel on va vivre n'est plus exactement le même. La période de l'opulence est une période à peu près finie. L'opulence du foncier constructible, c'est fini. Et ce n'est pas une question de ZAN, c'est une question de désimperméabilisation des sols, c'est une question de résilience des sols, c'est une question d'agriculture. Si on veut avoir l'autonomie, il faut quand même avoir de quoi cultiver. Je veux dire, c'est pas que parce que le ZAN a fait ça. Je veux dire, c'est parce qu'il y a un problème de foncier constructible. Donc l'opulence du foncier, c'est fini. Et la rente foncière, c'est un sujet majeur qui est devant nous. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire. J'ai été assez étonné. Mais Patrice Vergrit, il y a quelques jours à Arras, nous a dit qu'il fallait réinterroger la question de l'héritage. Donc je trouvais que c'était intéressant dans les propos de Patrice Vergrit. La question du foncier. La question de l'eau, on n'en parle pas. Mais tout à l'heure, on a des élus bretonnes qui étaient là. Moi, il y a quelques temps, j'étais à Vannes, je discutais avec des représentants du conseil départemental. La question de la concurrence sur l'eau entre le monde agricole et l'habitation est un sujet qui va arriver très très vite dans certains territoires. Donc la question du confort et de la façon dont on vit dans son logement et de son rapport à l'eau est un sujet qui arrive très rapidement devant nous. De même, et ça a été évoqué, la question de la concurrence entre logement résidentiel et logement touristique. Et puis, dernier point, et je regarde le représentant de la FPI, c'est la question du financement. La période dans laquelle les salaires augmentaient tous les ans de 8%, les taux d'intérêt étaient bas, et donc on pouvait, en projetant un achat sur 25 ans, acheter des logements à des coûts relativement élevés, même avec des ressources moyennes, est une période qui est finie. D'abord, les salaires ne progressent plus.
On est plutôt devant une période de stagnation des salaires. Je ne vais pas revenir sur tous les schémas qui sont faits sur l'IA, mais quand même, il faut se le dire, la classe moyenne va plutôt voir ses salaires stagner dans les années. Voilà, on a une stagnation de la classe moyenne. Et je ne parle pas des schémas catastrophistes de décrochage. On va rester sur les schémas de stagnation. Les taux d'intérêt sont quand même durablement orientés à la hausse. On ne les voit pas replonger. Hein. Les perspectives sur le TLA ne sont pas des perspectives de baisse au moment où on parle. Et donc, la question effectivement du prix du logement et Valérie disait le logement c'est un lieu où on vit. Donc il faut que ce logement il soit économiquement accessible aux personnes qui vivent dedans. Et ça c'est quand même un sujet faudrait quasiment reprendre le sujet dans l'autre sens. C'est-à-dire se dire à tel niveau de revenu je peux acheter à tel prix, comment je fais pour produire un logement à tel prix, plutôt que de se dire le logement il est à tel prix, les revenus ils sont là et entre les deux on passe notre temps à essayer d'organiser des ponts. C'est un système qui est un système de court terme, mais à long terme il faut reprendre le système dans l'autre sens en se disant c'est quoi les capacités d'achat d'un ménage de la classe moyenne et puis regarder et après remonter le fil et effectivement je rejoins ce que disait Isabelle, voir où sont tous les points de blocage qui font qu'on n'arrive pas à faire cette jonction naturellement. Parce que sinon, on est quand même dans une période de puits sans fond, de consommation de dépenses publiques ou de réduction de recettes fiscales, qui est quand même également problématique. Et en plus, on sait que la société elle-même change, donc elle n'a pas aussi les mêmes besoins. Peut-être réagir, Monsieur Quentin, allez-y, peut-être réagir à ce que vous avez entendu et les attentes aussi, bien évidemment, et les défis que vous voyez. Je crois que Marianne vient d'exposer, je dirais, tous les paramètres de ce qu'on appelle une crise du logement. Oui, je suis d'accord avec elle. Après, les mots, les solutions ne sont peut-être pas forcément les mêmes entre l'USH et la FNIM, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on l'avait dit, il y a une crise de l'immobilier qui était derrière nous, la crise du logement est devant nous, et après, c'est la crise sociale. Voilà. Et ça, c'est très important de se rendre compte, parce que tous les secteurs de l'immobilier, à la fois du logement social, locatif privé, accession à la propriété, j'irai maintenant aussi accompagner la rénovation énergétique, construction neuve, je dirais tous les secteurs aujourd'hui sont en difficulté. Et c'est ce qui caractérise une importante crise du logement et donc que nous aurions pu voir venir. Mais à côté de ça, je dirais qu'on prend encore du retard, notamment en empilant des normes complémentaires, en empilant des lois contraignantes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parlait de la rénovation énergétique, quand on a lié ce critère d'indécence des logements dans la loi climat résilience, c'est une invention purement française qui a eu des dégâts importants, avec notamment une disparition, une attrition du parc locatif, des propriétaires qui vendent et qui n'ont pas forcément envie de faire des travaux. On a créé de la sanction plutôt que de l'incitation. On a cessé de le dire. Or, comme le disait Madame la ministre tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut à la fois concilier objectifs et économie. Et on ne peut pas contraindre l'économie. Or, nous n'avons pas les moyens, je dirais, de faire la rénovation énergétique dans des délais ou avec de telles contraintes et de telles sanctions. Les copropriétés aujourd'hui sont à ralenti dans le processus de décision. Oui, on est confronté à un problème de pouvoir d'achat, mais le problème de pouvoir d'achat, il va bien plus loin qu'on ne le pense. On a fait une conférence de presse la semaine dernière, on s'en rend compte qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à accéder à la propriété. Il y a une paupérisation de l'accession à la propriété, et notamment chez les plus jeunes. Les jeunes sont exclus du logement. 23% de chômeurs chez les jeunes de moins de 30 ans. C'est une catastrophe dans ce pays. Ils n'ont pas accès au logement, ils n'ont pas accès au travail. Et en même temps, ce que l'on constate, on a fait une étude, notamment, oui, les primo-accédants sont de retour parce qu'il y a de moins en moins de secondo-accédants. On garde sa maison plus logement parce qu'on n'a plus les moyens d'avoir un parcours résidentiel comme nos aînés ont pu le faire par le passé. Et ce qu'on constate, c'est que dans les primo-accédants, c'est 48% de primo-accédants. Mais quel primo-accédant? Des revenus supérieurs à 50 000 euros. Et toutes les parts des revenus des ménages en dessous de 30 000 euros ne font que baisser. Une véritable paupérisation, fragilisation et appauvrissement de l'accession à la propriété. Et en dessous de 50 000, c'est exactement pareil. Par contre, tous ceux qui ont plus de 50 000 ou plus de 100 000 sont en augmentation régulière. Voilà, on a créé un marché d'exception qui conduit à l'exclusion du plus grand nombre d'entre nous. Et ça, c'est insupportable. Donc, il va falloir avoir une vraie vision d'une politique du logement efficace et réelle. Une politique du logement efficace et réelle qui passe aussi par cette pensée de penser les parcours de vie finalement, là où avant on collait un peu à l'achat. Monsieur Gallagher, pour la FPI, quelle est votre réaction un peu à ce que vous venez d'entendre et les attentes aussi, les défis que vous voyez, notamment du côté du neuf du coup? Marianne a utilisé un mot assez intéressant qui est l'opulence.
Et je pense qu'effectivement, on a été victime de l'opulence et on peut aborder cette question de l'opulence de différentes façons. C'était une approche plutôt sur le foncier et autres. Moi, je pense que jusque les années 2021, tout début 2022, on était dans l'opulence dans ce sens que, avec la baisse régulière de l'inflation et donc la baisse régulière des taux d'intérêt, on réinjectait du pouvoir d'achat aux ménages et donc les ménages étaient en capacité d'acheter de plus en plus cher. Et donc, j'ai envie de dire qu'on était tous coupables parce que, effectivement, le fait de cette opulence, et puis de ce retour de pouvoir d'achat, on a, nous, professionnels, accepté beaucoup de choses, et notamment en termes de réglementation. C'est-à-dire que la RE20, c'est très bien, on s'est battu pour qu'il y ait effectivement une trajectoire et qu'on y aille progressivement, mais on a quand même franchi des seuils qui sont très importants, et aujourd'hui on est en avance de plus de 10 ans sur ce que prévoit la Commission européenne. Donc, on est vraiment dans une situation où on est arrivé au bout du système, c'est-à-dire qu'effectivement les coûts des logements n'ont cessé d'augmenter parce qu'à chaque fois qu'on franchissait un seuil de la RE 2020, c'était plus 10 voire plus 15% d'augmentation des prix des logements. Donc cette opulence-là nous a vraiment... Alors je vois un nom de votre voisin, que je vais évidemment faire réagir. De cette opulence. Là maintenant on rentre vraiment dans une phase de sobriété, et la conséquence de cette sobriété, c'est que, et c'est un peu le message que nous ont passé les parlementaires ici présents, c'est qu'on doit maintenant tous travailler ensemble et éviter de reproduire les erreurs du passé. Et d'être beaucoup plus sobre, pas seulement en sobriété foncière, mais aussi une sobriété législative et réglementaire, et comme le disait la Isabelle simplification, Le on a Callennec, entendu. voilà, de dire il faut une pause, il faut un moratoire. Et les messages que je peux passer aux parlementaires, c'est de leur dire, par exemple, regardez, là en ce moment on parle de la loi Dadi 2, donc une loi de transposition dans le droit français des dispositions européennes sur le photovoltaïque. L'Europe dit simplement, ok, vous pouvez installer du photovoltaïque d'abord sur les bâtiments tertiaires, ensuite dans le résidentiel, mais vous ne l'installez que si les conditions économiques et techniques le permettent, et si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser d'autres solutions, la géothermie par exemple. Ça, c'est une directive, donc on est en train de transposer dans le droit national. Donc vous voyez, il y a quand même une très grande souplesse. Eh bien, que fait l'administration quand elle propose un projet donc, de loi et d'ADU? C'est de dire, ben voilà, il va falloir mettre 50% de photovoltaïque, point à la ligne, circuler. Donc ça n'est plus possible. Et vraiment, le message qui a été passé, que nous, on reçoit et qu'on veut redonner, c'est effectivement, travaillons ensemble, écoutez les professionnels. Et finalement, le Conseil supérieur de la construction, il sert aussi à quelque chose, quoi. Réglementaire. Ouais. Monsieur Millet, vous vouliez réagir quand même. Oui, parce qu'il y a un point, parce qu'on parle peu de qualité architecturale, c'est aussi la problématique, parce qu'il faut réussir à accélérer cette production pour répondre aux besoins, tout en ayant une qualité. Avant, je voudrais tordre le cou à cette idée que la réglementation fait augmenter le prix du logement. Vraiment, je l'ai dit, et Madame Létard, je vous le dis, et je l'avais dit l'année dernière. Il faut quand même dire comment on fabrique le logement en France pour de vrai. Comment on fabrique le logement en France pour de vrai? Il y a des promoteurs qui se battent pour acheter des fonciers. Jusque-là, c'est vrai, M. Boulanger l'a mis l'année dernière à cette même table. Une fois qu'ils ont acheté, pour acheter ce foncier, ils font une projection du marché à plus 2 ans, plus 3 ans, au moment où ils vont mettre en vente ces logements. Et après, ils en déduisent le coût des travaux, le coût d'annexe, et ça leur permet de sortir une enveloppe pour acheter le foncier. Si la réglementation permet une chose, c'est d'augmenter la qualité. Parce que si on n'avait pas une meilleure réglementation, on continuera à construire à 1 350 € le mètre carré, c'est-à-dire en mur de 16, avec des fenêtres PVC et un isolant polystyrène. La réglementation, elle permet au moins, quand les promoteurs achètent leur foncier, de se dire, je ne vais pas construire à 1 350 parce que la réglementation ne me le permet plus. Je vais être obligé d'aller construire à 1 650. Quand le terrain, il l'achète 2 000 ou 3 000, ça dépend des zones. Je redonne les mêmes chiffres que j'avais donnés l'année dernière. 2 opérations à Villeurbanne à 14 ans d'écart. Le foncier acheté 800 € le mètre carré à construire à Villeurbanne, coût construction 1350, infrastructure comprise. Le même promoteur me commande la même opération, le terrain d'à côté, remembrement, 14 ans plus tard, coût d'opération 1650, infrastructure comprise, réglementation, entre-temps on était passé de la RE 2010, 2020, plus l'inflation, plus les matériaux, et le foncier est passé à 2000 € le mètre carré à construire. D'accord ? Et moi, j'ai appliqué simplement les ratios de l'inflation par rapport au coût de la construction. Le coût de la construction a baissé par rapport à 2010. Le coût de la construction, les marges de l'entreprise, notre ami de la FFB n'est pas là, a baissé.
l'innovation a baissé. Donc si on n'avait pas un poil de réglementation pour essayer d'entretenir la qualité, on continuerait à acheter des terrains encore plus chers et finalement on mettrait encore plus d'argent dans le foncier là où on le met encore un peu dans la construction. Donc parfois la SNBC ou la réglementation a bon dos, mais moi je peux vous dire que s'il n'y avait pas de réglementation qui aurait évolué, le prix de sortie du logement serait exactement le même aujourd'hui. Ce n'est pas lié à la réglementation, c'est lié à la façon dont on achète les fonciers, à la façon dont on fabrique le logement. Ça c'est pour la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est sur un modèle de logement, et là je vais venir aux propositions qu'on a faites récemment au ministre du Logement. Il y a de la façon dont on met le logement sur le marché et sur un modèle d'un terrain nu, d'une opération de 30 logements, parce qu'en dessous de 30 logements, les équilibres économiques des acteurs sont à peine viables. C'est un des sujets. Moi j'ai proposé au ministre du Logement, pas plus tard que la semaine dernière, de faire des assises autour d'un sujet qui serait investisseur-promoteur, comme sur le principe de propriétaire-bailleur. De dire qu'aujourd'hui, une famille qui a un peu d'argent quelque part dans une ville, un village, est capable de faire une opération de 3 logements. Aujourd'hui, quel acteur est capable de faire une opération de 3 logements, 5 logements dans une ville de 2000, 3000, 4000 habitants? Personne. Les bailleurs, c'est trop court. Les promoteurs sont trop courts financièrement. Il n'y a pas de... Donc, l'idée de se dire que, quelque part, une famille, le pharmacien qui veut surélever sa pharmacie pour faire 2 logements au-dessus de sa pharmacie, le maçon qui finalement va trouver une dent creuse quelque part dans une ville et qui est capable de faire 5 logements. Parce qu'il faut arriver à leur donner un statut de promoteur qui ne viendrait pas concurrencer nos amis promoteurs qui sont sur un autre modèle. Et avoir une offre complémentaire de logements neufs, réhabilitation, dans les petites villes serait à mon sens beaucoup plus efficace parce que ça permet de produire du logement décarboné, parce que quand on fait 3 logements, on ne le fait pas en voile de 16. Quand je dis voile de 16, vous entendez, c'est des murs de béton de 16. On le va faire plutôt avec des matériaux locaux, des matériaux biosourcés. Et en termes d'acceptabilité, en termes de recours et en termes de dynamisme des villes moyennes et petites villes, ça a un vrai impact. En plus, ça permet de redynamiser les commerces de centre-ville. C'est-à-dire que si le logement est un outil pour redynamiser les centres-villes des commerces et l'équilibre des territoires dont on cherche, dont on parlait, ça a un vrai sens. La deuxième proposition que j'ai faite au ministre, vous l'avez entendu parler, c'est le fameux PCU, permis de construire unique, qui vise à réintroduire de l'architecture dans les projets de réhabilitation et faire en sorte que la réhabilitation soit d'intérêt public, soit l'image d'une culture locale, c'est-à-dire que l'architecture mette la main, que je dis mettre la main, sur les projets de réhabilitation des centres-villes, des centres-bourgs et des grandes métropoles. Ce qui aujourd'hui échappe, vous savez, à l'architecture, parce que je leur ai dit, 720 000 autorisations de construire, 520 000 déclarations préalables sans architecte, 140 permis de construire, dont la moitié avec architecte. C'est-à-dire qu'on a une loi de 77 qui dit que l'architecture est d'intérêt public, moins de 10% des autorisations de construire sont déposées par des architectes qui sont garants de l'intérêt public. Je ne fais pas du corporatisme derrière ce message-là, je fais juste un constat que l'intérêt public de l'architecture s'est complètement évaporé. Et donc, on a perdu la dimension culturelle du logement. Là où d'autres pays européens, Madame la députée, ont encore gardé cette idée que le logement était un produit culturel. Et à partir du moment où on n'a pas recousu cette dimension culturelle avec la dimension du logement, et qu'on éloignera cette idée que le logement est une partie culturelle des villes, des villages et des métropoles, on sera sous une forme d'opposabilité qu'on voit régulièrement dans les recours. Donc, le PCU, malheureusement, a fait l'objet d'un article 3 de la loi Jeanbrun qui a été retiré. On travaille pour essayer de le remettre sous une autre forme. Et j'espère qu'on arrivera à convaincre nos amis députés et sénateurs qui sont visiblement convaincus après ce qu'on a fait au Sénat la semaine dernière ou il y a 15 jours. Et la question des assises de cet investisseur-promoteur, je pense qu'a eu l'oreille du ministre pour essayer de voir comment on pourrait trouver un équilibre économique, y compris dans la filière architecture, autour de ces opérations de 3 à 5 logements qui feraient, à mon avis, qui iraient beaucoup plus vite dans la question de l'offre de logement dans les territoires qui sont un peu désuets aujourd'hui. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent réagir à ce que vous venez d'entendre, mais sinon, en fait, on le sent aussi que vous parliez de nouveaux moyens, il faut accélérer, on le sait, il faut répondre simultanément, vous l'avez dit, à une urgence quantitative, mais aussi aux transformations de la société. J'ai envie de me tourner vers vous aussi, Marianne, parce qu'on le sait, on l'a vu, donc on a un pouvoir d'achat qui baisse, on a de plus en plus de gens qui doivent accéder au logement et qui ne peuvent plus, et qui demandent aussi des logements sociaux, et une forte hausse. Comment on arrive à concilier tout ça, et qu'est-ce que la filière elle-même aussi peut porter pour y arriver ? Alors effectivement, on l'a dit, on est dans une situation dans laquelle la crise du logement s'aggrave. Il faut quand même rappeler, et ça c'est important, qu'elle touche quand même plus durement les plus modestes. D'ailleurs, c'est un débat qu'on a eu assez longtemps à Bruxelles, où au moment de la révision du régime dit des aides d'État, la question du ciblage des aides d'État sur les publics les plus modestes et les plus fragiles n'était pas acquise.
Parce que effectivement la crise est très large. Mais quand on a des aides qui touchent 90% de la population, ça veut donc dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un système qui dysfonctionne et qu'il faut reprendre dans le bon sens, et ça je le pense très profondément, mais en attendant qu'on ait réussi à le reprendre dans le bon sens et à remettre la machine en route, eh ben, il faut prioriser sur les personnes qui sont les plus modestes et qui ont le plus de difficultés d'accéder au logement. Parce que je le dis, et je vais être un peu provocatrice, mais être obligé de quitter le centre de Paris, voire Paris, pour aller s'expatrier sur une ligne de métro de l'autre côté du périphérique, c'est pas la même problématique que d'être auxiliaire de vie dans une maison de retraite et d'habiter à 2 heures de Paris en RER ou en train de banlieue. C'est pas le même sujet et c'est pas la même façon de vivre. Et après on dit ah bah oui les enfants ils traînent, bah oui ils traînent parce que maman est à l'autre bout et voilà. Non mais c'est quand même ça le sujet. Donc il faut quand même se poser. À un moment il faut savoir en tout cas en matière de logement locatif. Ne pas forcément avoir une vision aussi que métropole contre territoire. Mais ceci dit je peux faire la même chose à Bordeaux. Oui, le centre de Bordeaux ça fait très longtemps que le centre de Bordeaux ou le centre de Lyon n'est plus accessible aux personnes qui font tourner les maisons de retraite, qui travaillent dans les cuisines des restaurants, qui sont les dames de cantine scolaire, etc. Ça fait très longtemps qu'elles peuvent plus vivre dans les centres-villes et à Lyon. Pareil, enfin voilà, c'est pas une nouveauté. Et maintenant, avec l'augmentation du coût de l'essence en zone plus rurale, on se heurte aux difficultés aussi des coûts de déplacement. Donc voilà, donc quand même une priorisation sur les publics les plus modestes qui sont les premières victimes, aussi bien en matière de production, et ça c'est évidemment la question du développement de l'offre de logement social. Pour nous, le sujet fondamental, c'est même pas d'avoir plus d'aide, c'est qu'on arrête qu'on continue de baisser la RLS. Je le dis franchement, notre sujet majeur dans la loi de finances qui vient, il y a un sujet de fiscalité sur la TFPB, puis il y a un autre sujet, la taxe sur les propriétés foncières bâties, et il y a un autre sujet qui est de continuer le mouvement de baisse de la RLS qui a été engagé parce que ça marche. Quand Valérie Létard, en tant que ministre du Logement, a obtenu une première baisse de la RLS, eh ben, on a repassé la barre des 100 000 agréments. Je veux dire, ça a été mécanique. Alors cette année est une année particulière, c'est l'année des élections municipales. Donc, bon, voilà. Mais en tout cas, il y a un effet très lié, et c'est ça le sujet central. Je parle vraiment de ça. L'autre sujet, parce qu'on l'a un peu évoqué, mais, et vous l'aviez évoqué à une table ronde précédente, c'est l'habitabilité du parc existant. On a aujourd'hui des logements. Alors je le dis, parce que c'est toujours très facile généralement pour les médias, pas vous, mais pour d'autres, de visiter du logement dans le parc social. C'est plus simple. On trouve plus facilement un bailleur, on trouve facilement un gardien. Néanmoins, je le dis, le parc social, il est plus performant en matière d'isolation que le parc privé. Et donc, même s'il n'y a pas encore d'indicateur de bouilloire thermique, globalement, quand on est bien isolé au froid, on est quand même souvent bien isolé au chaud. Donc globalement, le parc social, il est moins exposé aux pics de chaleur que le parc privé. Mais les gens, quand ils sont propriétaires, se plaignent beaucoup moins que quand ils sont locataires. Donc c'est ça aussi qui crée cette différence. En tout cas, la question de l'habitabilité, parce que là, c'est un sujet qui est devant nous et qui arrive vite. Parce que s'il y a des logements qui ne sont plus habitables 3 mois de l'année, parce qu'il fait plus de 35 degrés la nuit dans les chambres, on perd des logements qu'on retire du marché. Évidemment, on a toujours les solutions de très court terme, et les gens qui branchent une clim, etc. Mais pareil, hein, les locataires HLM, ils la payent leur électricité. Hein. Donc, c'est pas pour rien qu'ils la branchent pas. Ils la branchent pas, ils continuent à crever de chaud parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et puis, de toute façon, on sait que c'est une solution qui est très court terme, parce qu'elle est mauvaise pour l'environnement, donc elle contribue à faire grossir la boule de neige du problème du réchauffement climatique. Et puis, c'est pas le tout de produire l'électricité, il faut la distribuer. Il y a très régulièrement dans certains secteurs, par exemple du sud de l'Italie, des blackouts, c'est-à-dire que comme tout le monde a branché sa clim, c'est super, tac, plus d'électricité. Donc on voit bien que ce n'est pas des solutions durables et que la vraie question, c'est de construire la résilience de nos logements et de rénover notre parc pour qu'il soit résilient. C'est la question des occultants, c'est la question de la désimperméabilisation des sols et des îlots de fraîcheur. Enfin, c'est beaucoup de sujets qui sont devant nous et qu'il faut aborder, je pense, avec la même énergie que la production. Sachant qu'en plus, le logement social a été très souvent à la pointe de l'innovation et à chaque fois en termes d'expérimentation aussi, que ce soit de nouveaux matériaux, nouveaux équipements. Souvent, c'est du logement social que venaient les expérimentations. Oui, parce qu'on peut se le permettre, parce qu'on est des investisseurs massifs. Puis on veut continuer d'être à la pointe. Vous voyez, dans le cadre du 3e programme de renouvellement urbain, en espérant qu'il verra le jour rapidement, on pense que dans les quartiers à sélectionner, il faut à tout prix se préoccuper des quartiers dits d'urbanisme de dalles, c'est-à-dire des quartiers dans lesquels il y a des grandes dalles,
sur lesquelles on ne peut absolument pas végétaliser. Il y a des effets d'îlots de chaleur qui sont catastrophiques. Et donc, on dit il faut prioriser le traitement de ces grandes dalles qui rendent des quartiers entiers, qui vont les rendre de plus en plus inhabitables. Voilà, donc on va continuer. Monsieur Quentin, sur cette question de l'habitabilité justement du parc existant, vous en parlez aussi beaucoup. On le sait que les propriétaires privés pour eux c'est compliqué aussi de mettre en œuvre tout ça. D'où peut venir la solution? Qu'est-ce que vous en pensez? Une question difficile. D'abord, premièrement, je dirais que la France n'est pas traitée de la même façon partout. Quand on parle de rénovation énergétique, quand on regarde une partie de la France qui est oubliée, mais qui est la France des territoires, c'est là où il y a le plus de DPE F et G et des logements qui mériteraient beaucoup plus d'aide de l'État, parce que je dirais que les travaux sont plus importants et au regard d'un prix qui est beaucoup plus faible. Quand l'échelle des prix de l'immobilier ancien va de 1 à 10 dans le pays, MaPrimeRénov' est la même que l'on soit propriétaire d'une maison dans la Creuse et avec des travaux plus importants parce que c'est un habitat ancien. Bon, voilà. La question de la réalisation des travaux de rénovation aujourd'hui est une question omniprésente chez les ménages, que ce soit dans les copropriétés, que ce soit en détention individuelle. Et c'est tout simplement la question aussi du financement et de la vitesse de la décision, ou aussi de l'intérêt qu'ont les propriétaires à faire des travaux. Moi, je dis bien, dans une copropriété, quand vous avez... je l'ai maintes fois dit, rappelé que quand vous avez 3 catégories de personnes qui sont des décideurs, qui doivent former une décision unique, avec des propriétaires qui occupent leur logement, qui ne sont pas concernés par l'indécence et finalement qui s'en désintéressent, des propriétaires bailleurs qui, eux, sont concernés par l'indécence parce qu'ils ne peuvent plus louer leur logement, et des propriétaires du Airbnb inscrits sur les plateformes avant 2023 qui en sont exonérés jusqu'à 2034. Moi, j'ai appelé ça le mariage à 3. Et comment faire emporter une décision dans des copropriétés à ces conditions? C'est mission extrêmement impossible. En plus de cela, la vraie difficulté, c'est que les outils à disposition et la filière n'est pas encore engagée et efficiente pour accompagner ces travaux de rénovation énergétique. Donc on a un grand défi. Et c'est quelque chose... Après, je ne parle pas du pouvoir d'achat, du coût que ça représente et qui pèse sur les ménages. Quand on dit 19% des propriétaires ont plus de 80 ans, vous avez demandé à un propriétaire de 80 ans de faire des travaux de rénovation énergétique dans le petit logement qu'il a et qui est un complément de retraite? Ses enfants disent mais vends, et puis voilà, puis le capital va te servir à vivre. Et puis d'ailleurs, le capital, une fois vendu, lui rapporte plus de rendement que les loyers qu'il va dégager. Non, on a un vrai problème. Non, moi je crois que dans tous les cas, on pourrait balayer tous les aspects de cette crise du logement, qui est une crise structurelle fondamentale et qui est, je dirais, multifactorielle, et notamment qui touche tous. Mais simplement, je crois que les recettes d'hier et les recettes d'aujourd'hui ne peuvent plus être des recettes pour demain. C'est impossible. Il faut changer de logiciel. Donc il faut innover, la filière aussi a son rôle à jouer là-dedans. Comment? La filière aussi a son rôle à jouer là-dedans. Évidemment, mais voilà, mais je crois que c'est le temps aussi de la réception de la proposition. Nous, on a toujours été des acteurs aux côtés, effectivement, du monde politique, des fois les empêcher de faire des conneries. C'est ça aussi notre rôle de syndicat, et aussi pousser des idées. La réceptivité des fois est peut-être longue, mais elle arrive à force d'insistance. D'où la question quand on a créé notamment le rassemblement de tous les acteurs du logement, et ça c'est quelque chose... L'Alliance l'Alliance pour le logement, c'est quelque chose de très important, parce qu'on a parlé au moins d'une seule voix sur des sujets, mais sur le sujet de l'urgence de la crise du logement, mais on voit bien qu'il y a multiples façons de l'aborder, et je crois que l'échéance électorale prochaine va être un grand moment de vérité, là où le logement est reconnu d'un intérêt fondamental par les 11 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans ou il y a 5 ans, et notamment il y a une prise de conscience globale. Mais quelle solution? Quand j'entends tout à l'heure des propositions, oui, le foncier, ah ouais, c'est vrai, mais la spéculation foncière ou la rente foncière, en réalité il n'y a plus de foncier disponible en France. Parce que c'est une réalité. On reconstruit la ville sur elle-même et on ne fait pas de la détention ou de la spéculation pour de la spéculation. C'est l'expression de la rareté qui conduit à des prix élevés. Et c'est maintenant, il va falloir le courage d'un choc d'offres et un choc foncier. Si nous ne l'avons pas, mais nous allons continuer à nous enliser. Comme disait Christophe tout à l'heure, et des fonciers à 1200, 2000 euros du mètre carré bâti. Je sens que ma voisine veut réagir. Je sens que ma voisine veut réagir à ce qu'elle vient d'entendre. C'est là qu'on arrive effectivement sur des approches où on a des visions différentes. Par exemple, parler d'un choc d'offre foncier, ça veut dire qu'on continue d'étaler la ville. Moi, je ne suis pas persuadé, parce que je réfléchis, je vois le sujet d'un peu de manière systémique.
J'ai évoqué la question agricole, on peut penser à la question du réchauffement climatique, la question de l'écoulement des eaux, etc. L'autre solution, je vais peut-être dire un gros mot, c'est la régulation du prix du foncier. Je ne parle pas de la spoliation, rassurez-vous, je ne parle pas de la captation, je parle de la régulation. Soit comme on peut faire l'encadrement des loyers, c'est-à-dire se dire à un moment, il n'y a pas de raison que le prix du foncier il augmente beaucoup plus vite que l'inflation. Pourquoi ? Franchement, on a un président de la République qui est contre la rente. La rente foncière, c'est la plus grosse des rentes, parce qu'il n'y a rien à faire. Être propriétaire, et je suis d'accord, être propriétaire, gérer un logement, gérer des locataires, ça demande du travail, de l'investissement, c'est pas aussi simple que ça, c'est notre métier, on le sait. Et c'est une activité quotidienne. En revanche, être propriétaire d'un foncier et attendre que le prix augmente, ça ne demande pas un gros travail. Donc la question de la régulation de la rente foncière, c'est pas une question, c'est pas un gros mot. Et puis on peut même pousser encore plus loin, c'est la question de la mutualisation du foncier dans le cadre des offices fonciers solidaires. C'est-à-dire un portage public du foncier, enfin public, par des collectivités locales, par des organismes HLM, enfin voilà, un portage d'intérêt général du foncier qui permet d'en maîtriser le prix durablement et éviter cette spéculation foncière. Alors évidemment, je me retourne aussi vers les promoteurs immobiliers. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne peux que réagir à l'observation qui consiste à dire que le choc d'offres, c'est de l'étalement urbain. Moi, j'essaie d'objectiver les choses. Donc là, maintenant, ça fait 4 ans au sein de la FPI qu'on analyse un petit peu les permis de construire. On ne les analyse pas tous, mais on analyse au moins 20% de ce qui est délivré en une année. On a une constance dans nos chiffres qui est assez métronomique. C'est qu'on est à peu près entre 85 à 89% d'opérations. Alors, soit on compte en opérations, soit en nombre de logements, mais les chiffres sont à peu près équivalents. Donc, enfin, plus de 85% de nos opérations se font déjà sur du foncier artificialisé. Là, je parle de la promotion immobilière et donc la production de logements collectifs neufs. Donc, vous le voyez, ce n'est pas de l'étalement urbain. Au moins pour 85% des cas, ça n'est pas de l'étalement urbain. Le sujet, il est ailleurs et on le dit depuis longtemps. On a des chiffres, j'ai encore de nouveaux chiffres à vous présenter, mais c'est qu'en général, une opération, enfin, on constate que les PLU ne sont utilisés qu'à hauteur de 65%. C'est-à-dire que quand un PLU permet de produire 100 logements, en réalité, le permis de construire à la fin n'aboutit qu'à 65 logements. Cette perte de logement, en général, se fait même dans la phase pré-instruction, c'est-à-dire avant même le dépôt des permis de construire. Donc on a du mal à la catégoriser, à la quantifier de façon très précise, mais on a quand même vu que entre le moment où le permis est déposé et où le permis est délivré, 30% des opérations voient le nombre de logements diminuer de 30%. C'est un procédé mnémotétique, ça tombe miraculeusement bien, mais vous voyez un petit peu toute cette perte, le potentiel et le nombre de logements qu'on pourrait faire sans étalement urbain et qu'on ne fait pas à cause de ce malthusianisme des maires. Mais encore une fois, on ne pointe pas le doigt face aux maires, c'est pas le sujet, c'est le malthusianisme de nos concitoyens. Et donc, il faut vraiment faire quelque chose pour améliorer ça. Et juste, encore une fois, passer un petit message. J'en profite, on a des parlementaires devant nous. On a constaté, les parlementaires se sont rendus compte qu'il y avait un problème, donc ils ont mis en place un certain nombre de dérogations, et il y a un nombre maintenant énorme de dérogations dans les lois pour faire de la surdensité, par exemple, quand on fait du logement social. Enfin, il y a beaucoup de mesures comme ça. Les élus ne l'utilisent pas, parce que ce sont des dérogations. Donc on était un peu sur l'idée de dire qu'il faudrait peut-être inverser la charge de la preuve. Les dérogations sont de droit, et si le maire considère que ça n'est pas adapté à sa commune, il prend une décision positive, enfin en l'occurrence c'est la pédagogie pour empêcher aussi, cette dérogation. Et je pense que c'est aussi important de pousser les maires effectivement à construire plus. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ça, de la pédagogie aussi qu'il faut faire auprès des élus locaux. Vous avez d'ailleurs les architectes, un maire, un architecte, vous avez mis en place ça aussi, justement pour les inciter et pour leur montrer aussi toutes les possibilités offertes par les professionnels du secteur. Oui, on a créé ce fameux contrat un maire, un architecte, ou ce programme un maire, un architecte qui permet aux maires de lire leur territoire. Alors rapidement une réaction, oui, parce qu'il faut qu'on finisse maintenant. Et là, je parle à des parlementaires. Je crois 2007, les PLU changent et on supprime le COS, coefficient d'occupation des sols, au profit du CAES, coefficient d'emprise au sol. Le coefficient d'emprise au sol. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de construire sur une bande de 15 mètres, avec des prospects, une hauteur, en bande principale, bande secondaire. Enfin, c'est les PLU tels qu'ils nous sont régulièrement proposés.
Et on est arrivé à faire de l'urbanisme réglementaire au profit de l'urbanisme de projet. D'accord? Parce qu'on respecte. Donc, les promoteurs vont nous dire, mais on peut monter R+4 ou R+5, donc c'est dommage de s'arrêter R+3. Mais si de chaque côté, il y a une maison qui est R+1, évidemment qu'on ne va pas construire R+4 pour avoir 2 pignons qui vont rester 20, 30 ans et rendre la ville moche. Donc, ce qu'on a oublié, et moi je rêve d'une chose, et si je devais encore faire une proposition, c'est de revenir au COS, c'est-à-dire l'intelligence collective, qui dit, il y a ce quartier, ce territoire peut avoir une densité de tant de logements à l'hectare, et après, les promoteurs, les architectes, les aménageurs, et le maire, on se met autour de la table pour trouver la bonne façon de les construire. Parce que effectivement, moi, le nombre d'opérations que je vois où en bande principale, on ne peut pas construire R+4 parce que malgré que le PLU l'autorise, parce que la rue est trop étroite, parce qu'on ne peut pas. Parce que ça serait, de toute façon, il y aurait un recours si on le faisait. Et par contre, derrière, il y a un terrain avec des grands arbres, et là, on pourrait construire R+4 parce qu'au contraire, on pourrait mettre les gens dans la canopée des arbres, ça serait très agréable. Sauf que le PLU dit cœur d'îlot, c'est R+2. Et là, on se dit, c'est quand même dommage. Pourquoi on ne pourrait pas mettre un peu d'intelligence collective dans la façon dont on aménage la ville? Ensemble, on discute. On se dit, finalement, sur ce terrain, on pouvait faire sans logement, mais comme le PLU le propose, on ne peut pas les faire. Parce que c'est pas raisonnable de les faire. Par contre, on peut les faire d'une autre façon, qui n'est pas conforme au PLU, mais dont la densité serait exactement la même. Et les logements seraient plus qualitatifs, plus traversants, plus orientés, plus lumineux. Et aujourd'hui, revenir à un urbanisme de projet en faisant confiance aux acteurs plutôt qu'à un urbanisme réglementaire qui est celui du PLU, qui sécurise certes les permis de construire ou les maires au moment des recours, mais qui empêche l'innovation et qui empêche la qualité des logements. Là, on a encore une marge de manœuvre. Moi, je refais encore cette proposition que j'ai fait régulièrement. Revenons au COS, à l'intelligence collective, supprimons le CAIS qui est aujourd'hui fait du logement qui est de mauvaise qualité. Cette intelligence collective aussi, on en a énormément besoin face aux évolutions de la société. On pense à ce rapport de l'INSEE aussi qui est sorti récemment. Donc des familles plus petites, une société qui vieillit. Donc il va y avoir aussi des étudiants à loger qui n'arrivent plus à se loger. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de choses à faire. Alors je suis désolée, le temps se raccourcit. J'aimerais quand même entendre, mesdames, vous réagir aussi à ce qu'elles viennent d'entendre. Donc très rapidement, comme tout à l'heure, les deux mêmes questions, 1 minute chacun. Je vais partir du bout là-bas, de Monsieur Quentin. Un premier message aux candidats à la présidentielle ou aux candidates, et un deuxième message aux gens qui sont devant vous à la filière. Aux candidats à la présidentielle, je leur dirais, écoutez, urgence, on n'a plus le temps d'attendre. On n'a pas les moyens non plus de soutenir la croissance d'hier, de demain, comme on l'a fait hier. Il va falloir des solutions ambitieuses, des solutions pragmatiques, réalistes, et notamment qui peuvent se construire avec les acteurs de terrain. Écoutez-nous un peu plus. Je crois que dans tous les cas, quel que soit le président de la République, je ne pense pas que tout viendra d'un programme, mais aussi il faudra le conforter à l'occasion, comme on l'avait fait au moment des conférences de consensus, avoir véritablement une respiration collective de tous les représentants de la société civile, écoutez le constat, écoutez-nous. Et surtout, le monde de demain va changer. Le monde de demain ne sera plus celui que nous connaissons aujourd'hui, parce qu'il y a des facteurs quand même probants. Comment allons-nous accompagner la baisse de la natalité? Ça, c'est un vrai sujet. Et comment on va vivre demain, quand notamment on va plus mourir que naître, puisqu'il y aura plus de décès que de naissances, avec une baisse programmée de la population et une population vieillissante qui se déplace sur d'autres territoires. On commence déjà à avoir des prémices, notamment de dérèglements, notamment sur les grandes villes en France. On commence à les sentir. C'est un vrai sujet d'avenir et qui va faire l'objet de préoccupations futures. Monsieur Millet. Oui, il y a peut-être un message aux candidats, mais si chaque candidat pouvait, avant d'être candidat, faire un voyage initiatique dans les territoires, en prenant sa voiture, pas escorté, juste en prenant sa voiture, et aller voir dans les territoires l'énergie qu'il y a, le potentiel qu'il y a, ces magnifiques territoires qui permettent d'habiter des gens de façon extrêmement douce et agréable. Moi, j'ai envie vraiment, et je peux même les accompagner s'ils veulent, un par un. Peut-être pas tous, mais au moins quelques-uns. Et à la filière, vous n'avez pas donné... Si, la filière a un message. Osons remettre en cause nos modèles. Osons remettre en cause nos modèles. Voilà. Ça marche. Pour la FPI. Alors, le message et la proposition. Le message d'abord, c'est de faire comprendre à l'ensemble des élus qu'aujourd'hui, on est rentré dans une France du renoncement et que le logement est responsable à ces renoncements. On renonce à avoir des enfants, on renonce à faire des études, on renonce à changer de métier, on renonce à beaucoup de choses parce que le logement ne permet pas d'avoir la vie que l'on souhaiterait avoir. Donc, vraiment que nos élus et que les candidats comprennent que le logement est un facteur
du renoncement de la société française. Ça, c'est le message. Et la proposition, alors moi je parle de méthode, Loïc a parlé de logiciel tout à l'heure, mais quand même un grand satisfait et un grand bravo à Madame Létard, ministre du Logement, quand elle était ministre du Logement, où elle a mis en place une méthode, effectivement en disant, moi je veux des professionnels unis face à moi et je veux travailler avec vous. Et c'est devenu ensuite l'équipe de France du Logement. Le ministre Jean Brun a repris cette approche-là. Et je pense qu'il ne faut surtout pas détruire cette méthode, et cette méthode est fondamentale. Et on en est un peu la représentation là aussi, mais il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble, main dans la main, et non pas les uns contre les autres, comme ça a été trop souvent le cas. Marine. Merci, oui, 2 messages. Premièrement, effectivement, cette question du temps court et du temps long, ne pas perdre de vue le temps long et ne pas renoncer au temps court. Et puis vraiment, un message aux candidats aussi, c'est de dire il faut regarder la France telle qu'elle est au moment où on parle des besoins en logement, telle qu'elle est dans ses compositions familiales. On a parlé des questions démographiques, le vieillissement, le développement de la monoparentalité. Donc le mythe un petit peu de la famille avec 2 enfants, etc., il est en train de disparaître. Et en tout cas, il est de moins en moins présent. Telle qu'elle est dans ses revenus. Il y a une smicardisation de la société, il y a une paupérisation d'une grande partie de la population, et on voit bien que les modèles ne montrent pas qu'on va aller vers une grosse croissance des revenus. Donc il faut le prendre en compte quand on réfléchit les politiques publiques autour de la question du logement. Et puis je vais dire aussi, pour finir, telle qu'elle est dans sa diversité, parce que la France, elle est diverse, et je pense que c'est bien de s'éviter un certain nombre de débats démagogiques qui vont nous faire perdre du temps autour du logement social et qui vont nous empêcher d'avancer ensemble. Merci beaucoup, hein. Merci à tous les 4, je pouvais les applaudir. Et je vais vous demander de vous lever, je vais demander peut-être une réaction d'une de vous 3. Vous voulez commencer ? Oui, merci beaucoup. Moi, je repars avec une liste de courses. J'ai entendu sur le TS2, warning, sur les services d'intérêt général et les SIEG, sur le coût de l'énergie et des matériaux, comment on construit moins cher. On a eu une audition sur le sujet et j'aimerais bien vous réentendre. Sur l'accession à la propriété, les banques, je ne sais pas s'il y a des établissements bancaires dans la salle ici, nous disent attention aux règles prudentielles de la Banque centrale européenne qui nous empêchent de faire notre métier. Sur les financements, il faut qu'on s'assure que le prochain budget 2028-2034 sera à la hauteur sur les fléchages logement. Sur le touristique, on retravaillera avec Anaïd parce qu'effectivement, la Commission veut bouger sur le sujet. J'ai noté que le logement est un produit culturel. Voilà. Merci pour ça. Madame Lemeur ? Alors, moi, je vous remercie, surtout parce qu'on voit que vous avez plein d'idées, que vous voulez contribuer. Donc, moi, je suis juste satisfaite de cette envie, en fait, de faire ensemble. J'aime la diversité que vous offrez aussi dans les propositions. Ça nous permet aussi d'éclairer un petit peu différemment nos discours et de pouvoir montrer la richesse, en fait, de ce secteur. Donc, simplement, merci. Madame la ministre, le dernier mot. Mais écoutez, cette résonance, en tout cas avec votre table ronde et vos propositions, on ne peut que les accueillir vraiment avec beaucoup de conviction et de détermination, en tenir compte. Surtout, tenir compte du fait que si on veut réussir à porter cette ambition et cette urgence logement dans le débat présidentiel, eh bien, il y a une question de méthode, il y a une question de PAC, je pense. Et dans ce que vous avez dit les uns et les autres aussi, ça montre bien que on a rarement les bonnes solutions quand on construit tout seul les idées et les propositions, et que ça veut dire que c'est un espèce de travail permanent d'itération entre le politique et les acteurs de terrain. Et il faut qu'on trouve effectivement cette méthode qui permettra et aux candidats, mais demain à la politique nationale du logement, parce que c'est une vraie ambition nationale qu'il faut, et peut-être aussi ne pas oublier que la politique du logement, ça doit être quand même un axe fort d'une politique nationale, d'une politique publique. On ne peut pas se départir de cette réalité quand on voit à quel point elle concerne effectivement notre population. Mais en tout cas, il faut demain faire en sorte que, après cette présidentielle, qui aura dû être imprégnée de cette question, qu'on aura dû nourrir ensemble, pas construire seul, mais bien avec le secteur les solutions, je l'ai bien entendu. Après, eh ben, dans la traduction de tout cela, il faudra qu'on soit aussi capable de construire un modèle de fonctionnement et d'adaptation permanent entre les acteurs du secteur et le politique pour faire en sorte que, sur une colonne vertébrale, une stratégie
du temps long, on soit quand même capable de l'ajuster à plein de défis qui sont devant nous et qui nécessiteront de réinterroger, enfin vraiment de façon permanente, la façon d'adapter la trajectoire à ces changements de la société, à ces changements en tout point. Mais vraiment, moi ce que je retire, c'est que on détiendra la vérité parce qu'on l'aura construite tous ensemble et que le candidat qui aura compris que les propositions, c'est les propositions construites avec vous, eh bien, à mon avis, là, on aura plus de chances d'être dans le vrai. Et c'est une priorité, mais une priorité qu'il faudra traduire aussi dans une politique nationale qui aura dû mettre le logement au cœur, y compris des moyens, parce qu'il n'y a pas de politique du logement sans moyens. Merci beaucoup, merci à tous. Je pense que vous pouvez vous applaudir. Et je vous invite... Merci à vous. Je vous invite à une petite pause. Je vous demande 10 minutes, un quart d'heure, avant de reprendre avec Costa Castrinidis sur la feuille de route logement, avec la Banque des Territoires. Et nous aurons également une très belle table ronde de promoteurs. À tout de suite.